30-50, c'est le hold-up de la vie, entre la famille, le boulot. Et pour moi, c'est nos 20 plus belles années qui disparaissent, sans qu'on s'en rende compte. 50-60, les maladies se mettent en place, mais ne s'expriment pas. Elles vont s'exprimer entre 60 et 70, et elles vont se compliquer au-delà de 70. Mais on va pas attendre 64 ans, 65 ans pour l'âge de la retraite, parce qu'on sera malade. Et on se rend compte que si on veut maintenir un certain niveau d'activité, eh bien, il faut plus se battre. Quand on a un excès de sucre dans le corps, eh bien cet excès de sucre va se comporter comme une glu. Elle va agréger des protéines entre elles. En les agrégeant, elle va les déformer. Elles vont créer donc une inflammation. La glycation touche l'ensemble de nos organes. Cerveau, rétine, reins, artères. La vie, c'est un équilibre précaire. Mais cet équilibre, pour le maintenir, il nous faut de l'énergie. C'est vous qui avez le pouvoir, à l'heure actuelle, de comment se passera la deuxième partie de votre vie. Il n'y a rien de plus insidieux que le vieillissement. Tout nous habitue à notre sénescence. C'est complètement catastrophique. Mais c'est des vrais chiffres. C'est une vraie réalité. Parce que tout le monde considère que ce sont des chiffres ailleurs et que ça ne vous concerne pas. Or, ça nous concerne tous. C'est une sorte d'auto-suicide. La médecine de la longévité, c'est rester en bonne santé. Avant tout, rester en bonne santé. Difficile, transpirer, se donner du mal, et ça va pas dans le sens du confort. Tous les paramètres des maladies cardiovasculaires et métaboliques sont tombés à zéro, sans médicaments. Un jour, j'ai une personne qui avait 75 ans qui est venue me voir et puis qui me dit « Écoutez, docteur, je vais arrêter ma prise en charge. » Alors je lui dis « Mais pourquoi, vous allez pas bien ?» Il me dit « J'ai jamais été aussi bien. Je suis mieux que certaines personnes qui ont 60 ans ou même moins. » Alors je lui dis « Mais pourquoi vous voulez arrêter alors ?» Elle me dit « Parce que vous me désinsérez de mon milieu. » J'ai expliqué moi. Elle me dit « Mais j'ai un mari qui a mon âge, qui est vieux. Il veut plus rien faire. Et moi je veux voyager, je veux faire plein de choses. Et ça crée des conflits. Mes amis, pareil. Le cercle se referme de plus en plus, on est de moins en moins bien. Je me sens plus bien, je me sens désinséré, j'ai des envies, qu'ils n'ont pas. Je dis changer d'amis. Elle me dit j'y ai réfléchi, mais c'est trop compliqué. Pourquoi est-ce qu'il faut absolument chercher à augmenter son métabolisme si on souhaite bien vieillir ? Alors le métabolisme, c'est en fait la clé de notre fonctionnement. Parce que c'est ce dérèglement du métabolisme qui va finir par accélérer notre sénescence. Et notre sénescence va fragiliser notre organisme, mener aux pathologies. Et les pathologies vont accélérer notre sénescence et nous mener au décès, en passant par une phase de maladie et de perte d'autonomie. Tu as lancé plein de mots sur lesquels on va revenir qui sont intéressants. Le métabolisme, il y a plein de gens qui ont du mal un petit peu à comprendre ce que c'est. Est-ce que ça te va si on définit ça comme si une personne reste allongée dans son lit, les yeux fermés, l'organisme va continuer de brûler des calories pour assurer les fonctions vitales, donc le cerveau va continuer de fonctionner, les poumons vont se remplir, se vider, le cœur va continuer de battre, etc. au niveau du foie, des reins. Et tout ça, toute cette machinerie, elle consomme de l'énergie, et cette énergie, c'est le métabolisme de base. C'est exactement ça. Est-ce que tu as expliqué ? En fait, notre corps, si le métabolisme s'arrête, si les cellules commencent à ne plus pouvoir fonctionner, donc le métabolisme passe à zéro, et à ce moment-là, on meurt. Puisque, en fait, la vie, c'est un équilibre précaire. Mais cet équilibre, pour le maintenir, il nous faut de l'énergie. Et le minimum du minimum, ce que tu viens de décrire, correspond au métabolisme de base, auquel il faut ensuite rajouter les différentes activités. Il y a des gens qui vont faire du sport, des gens qui vont travailler, des gens qui vont être sédentaires, et on a plus ou moins une certaine quantité de calories à rajouter. Et donc ce que tu nous disais, c'est qu'en vieillissant, ce métabolisme il diminue, donc notre corps il consomme moins d'énergie, et ça crée en fait un déséquilibre entre ce qu'on dépense comme énergie et ce qu'on apporte à notre corps par le biais de l'alimentation. C'est ça. On a toujours l'impression que ce métabolisme, en vieillissant, va effectivement rester un peu pareil, mais en réalité, il diminue. Tout ralentit. Et nos besoins, donc,
diminue et souvent l'alimentation, les calories qui sont amenées par l'alimentation restent pareilles, voire augmentent. En plus, tu as une sédentarité qui accentue le déséquilibre et qui fait que du coup, on passe à un déséquilibre. Et c'est ce déséquilibre contre lequel il faut pouvoir lutter. Et le meilleur moyen d'augmenter notre métabolisme. Ce que j'allais te demander, comment est-ce qu'on fait face à ça ? On peut le faire par plein de moyens, mais physiologiquement, la meilleure façon d'augmenter son métabolisme de base, c'est d'augmenter sa masse musculaire, puisque les muscles vont consommer de façon très régulière, même au repos. Les muscles, quand on est au repos allongé, eh bien, ils consomment de l'énergie. Il y a toujours un certain tonus. Donc le muscle, sauf dans certaines phases du sommeil, qu'on appelle les phases paradoxales, où il y a complètement un relâchement musculaire, mais en dehors de ça, toujours, il y a une petite consommation, et ça c'est important. Donc si on augmente la masse musculaire, on augmente cette consommation, on augmente notre métabolisme de base, et on va donc pouvoir rechercher de l'énergie ailleurs dans notre corps, et en particulier dans la graisse. Et c'est ce petit jeu entre besoins et réserves qui va nous permettre d'aller plutôt vers les maladies chroniques ou pas. Donc toi, tu conseilles à toutes les personnes en fait, d'apporter une attention particulière à leur masse musculaire, à leurs muscles, et faire en sorte, si je comprends bien, de l'entretenir, voire de le développer au cours de la vie et au cours du vieillissement. Je te propose, on va développer ça juste après. Est-ce que tu peux te présenter, qu'on sache qui tu es et ce que tu fais, s'il te plaît ? Juste avant que notre invité se présente, je souhaite vous parler d'Alan, une assurance santé qui a pour objectif de vous aider à vivre plus longtemps et en meilleure santé. Restez bien avec nous car on vous a négocié un vrai coup de pouce à la fin. Ce qu'on adore chez Alan, c'est qu'ils ont vraiment révolutionné l'expérience santé. Pour les personnes comme moi qui détestent la paperasse, vous avez juste à prendre une photo de votre facture avec l'application et bam, vous êtes remboursé en 24 heures. Tout est transparent, zéro galère administrative. Mais là où ça devient génial, c'est leur système de soins intégrés dans leur application. Vous pouvez parler à un généraliste, un dermato, un psy par chat ou vidéo à tout moment sans rien payer de plus. Plus de 80 spécialistes sont disponibles. C'est un confort incroyable. Si vous avez un matin le dos bloqué, directement dans l'app, vous pouvez accéder à un programme fait par des kinésithérapeutes pour vous soulager. Et je peux vous dire que le programme est quali. Alan a conçu une offre spécifique pour les retraités. Alan Dolce Vita. Les offres démarrent à seulement 55 € par mois avec 5 niveaux pour s'adapter parfaitement à vos besoins avec des garanties premium. Et si vous avez une question, le service client vous rappelle en moins d'1 heure. Alors pour prendre soin de vous, rejoignez déjà près d'1 million de membres qui font confiance à Alan. Cliquez sur le lien dans la description de cette vidéo ou en commentaire épinglé pour demander votre devis. Ça prend 2 minutes, c'est sans engagement et avec notre partenariat, Alan vous offre votre premier mois de couverture valable jusqu'en décembre seulement pour les offres Alan Dolce Vita. Alors faites rapidement votre devis. Allez, on reprend l'interview. Alors moi je m'appelle Christophe de Gégère, je suis médecin. Je suis passionné par le vieillissement humain et plus particulièrement par la phase de sénescence, c'est-à-dire cette phase qui commence après la fin de l'adolescence. J'ai développé depuis maintenant, très 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 longtemps, et là c'est année après année, ça ne fait qu'aggraver les choses, et montrer que mon expérience et ma légitimité dans ce domaine est complète. J'ai développé la notion d'âge physiologique. L'âge physiologique dont on parlera certainement, puisqu'il y a effectivement plusieurs âges, l'âge chronologique, l'âge physiologique, l'âge ressenti. Et cet âge physiologique est fondamental parce qu'il va nous permettre justement de nous dissocier de l'âge chronologique et de mesurer ce qu'on arrive à faire pour notre organisme. Et donc, il n'y a pas de médecine de la longévité sans mesure de l'âge physiologique. Donc j'ai beaucoup travaillé ce domaine. J'ai fait aussi, au départ, quand j'ai fini mes études de médecine, je suis parti vers la gériatrie, puisque la gériatrie à l'époque n'existait pas en tant que telle. On parlait plus de gérontologie, et la gériatrie s'est individualisée comme spécialité médicale un peu plus tardivement. Mais le problème de la gériatrie, c'est que c'est la gestion, au fond, du handicap. On arrive trop tard, on gère la pathologie de l'âge, du grand âge, et c'est justement ce qu'on veut arriver à éviter. Oui. Ce qui va nous intéresser, c'est cette fameuse prévention primaire, c'est-à-dire comment faire pour ne pas être malade. Aux alentours de 50 ans, qu'est-ce qu'on met en place pour justement faire en sorte que
les années qui arrivent derrière se passent mieux. Exactement. Se passe mieux. S'allonge. Soyons plus ambitieux. S'allonge. Pouvoir rester actif. Ouais. Tout simplement être un être humain en pleine activité. C'est-à-dire qu'on soit à 50, à 60, 70, 80, 90, 100. Ça veut dire continuer à pouvoir bouger comme n'importe qui, continuer à pouvoir partir en voyage, continuer à pouvoir aimer, à pouvoir créer, entreprendre. Bien sûr. Tout ça, c'est cette vie qui fait que, notre vie est belle. Parce que c'est ça la finalité, c'est pas simplement Exactement vivre ça. vieux pour vivre vieux, c'est vivre vieux pour continuer à profiter de la vie et faire ce qu'on aime. C'est ça. C'est exactement ça. Et donc, c'est pour ça que je suis allé à la fac des sciences, j'ai fait de la culture cellulaire, immortaliser des cellules, et j'emploie là un terme un peu particulier, immortaliser des cellules. On peut immortaliser du vivant. C'est ça qui est passionnant. Et moi, ça m'avait beaucoup frappé à l'époque quand j'avais commencé à faire ça, parce que c'était quelque part comme un blasphème. L'immortalisation du vivant. Bon, bref, ça existe. Je te paraphrase, tu as utilisé ce mot ailleurs, l'immortalisation, c'est quelque chose qui fait... Ou l'immortalité peut-être, c'est quelque chose qui fait exploser les consciences. Absolument. On parle d'immortalisation de cellules, en biologie cellulaire, c'est bien connu depuis plus de 30 ans. Et ensuite, immortalisation d'un concept ou d'un être, c'est encore autre chose, en fait. Tout à l'heure, dès le début, tu nous as parlé de la sénescence. Je pense pas que ça soit un terme qui soit connu du grand public ou de la plupart des gens. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est ? Avec plaisir. Alors, dans le terme de vieillissement, tout le monde connaît le terme de vieillissement, mais en fait, il y a 2 phases. De la conception, donc fusion des gamètes, spermatozoïdes, ovules, à la fin de l'adolescence, le vieillissement est positif. C'est ce que nous on appelle du développement. Développe. Okay. À partir de la fin de l'adolescence, eh bien, on rentre dans une 2e phase du vieillissement qui s'appelle la sénescence. Et la sénescence, elle est caractérisée par la dégradation progressive, insidieuse de tous nos systèmes. Cardiaque, vasculaire, cérébral, immunitaire, rénal, pulmonaire, etc. Tout commence à décroître très tôt. Et ça, les études de physiologie le montrent très très bien. C'est pas un truc qu'on a créé comme ça, c'est un vrai concept. Alors, entre 20 et 30 ans, honnêtement, on a de telles réserves qu'on s'en rend pas compte, on se sent pas vieillir. Vieillir au sens de sénescence, du coup. J'avais rencontré il y a très très longtemps de ça une jeune journaliste qui était venue me voir, qui devait avoir 28 ans, je m'en souviens maintenant. Et elle était venue me voir un peu de façon agressive en disant « De quoi est-ce que vous parlez sénescence, vieillissement, tout ça, c'est n'importe quoi. » Mais son rédac-chef lui avait dit « Va voir de Gégère. » Bon. Le rédac-chef, il avait 60 ans, il s'est dit « Bon. » Ouais. Ça, c'est quelque chose de très intéressant. Il y a des jeunes journalistes qui ont beaucoup de mal parce qu'ils ressentent pas, mais quand on voit des journalistes de 50 ans et plus, là, ils savent ce que ça veut dire, la sénescence. Et là, ils le ressentent et ils cherchent des moyens de corriger tout ça. Mais très patiemment, je lui ai bien expliqué les choses et elle me dit, à la fin, elle me dit, oui, vous avez raison. Quelque part, je me rends compte que à 20 ans, je pouvais très bien passer une nuit blanche et rebosser le lendemain. Maintenant, il faut que je gère. Bien sûr, tout le monde voit ça, etc. Bon, ensuite, 30-50, c'est le hold-up de la vie. Entre la famille, le boulot, on se bat tous les jours. Et pour moi, c'est nos 20 plus belles années qui disparaissent, sans qu'on s'en rende compte. 50-60, les maladies se mettent en place, mais ne s'expriment pas. Elles vont s'exprimer entre 60 et 70, et elles vont se compliquer au-delà de 70. Donc, ce qui explique que l'espérance de vie en bonne santé, alors en bonne santé entre guillemets, parce que pour l'INSEE, c'est sans incapacité. C'est 63 ans en France aujourd'hui pour un homme et 65 ans pour une femme. Donc on voit connaît bien. L'âge de la retraite, c'est un peu triste. C'est exactement la problématique. Et d'ailleurs, certains le tournent en politique en disant mais on va pas attendre 64 ans, 65 ans pour l'âge de la retraite parce que on sera malade. Donc on veut en profiter avant. Est-ce que je trouve qu'il y a un exemple qui est assez intéressant avec des patients pour parler de la sénescence, c'est la peau. Parce qu'en fait, quand une cellule devient sénescente, elle arrête de se multiplier. Tu es d'accord avec ça ? En partie ?
C'est pas qu'elle arrête. Le phénomène de quand elle arrête, elle est, elle meurt. Elle meurt. D'accord. Mais en tout cas, quand même, elle se multiplie moins vite. C'est ça. Voilà. Donc en fait, pour les gens qui nous regardent, on sait que la peau se renouvelle à peu près intégralement en 1 mois, grosso modo. C'est pour ça qu'on perd notre bronzage au bout d'1 mois. Et avec le temps, petit à petit, ça met un peu plus de temps. Et on sait qu'une personne âgée, le renouvellement de la peau, il sera plus long, il va peut-être aller vers 40 jours, quelque chose comme ça. Et en fait, c'est la même chose qui se passe dans nos organes. On a un renouvellement de nos cellules qui est un peu plus long, avec une activité métabolique, c'est-à-dire la fonction des cellules qui est un peu moins présent. Et tout ça, ça contribue à avoir peut-être un foie qui marche un peu moins bien qu'avant, un rein qui marche un peu moins bien qu'avant, un cerveau, des muscles, on va en parler. Et tout ça, c'est cette sénescence. T'as tout dit. Ça te va? Oui, ça me va. Ça me va. Et donc, la différence, c'est que la vieillesse, pour toi, c'est vraiment la différence absolue entre 2 âges. C'est-à-dire que quelqu'un qui a 18 ans, il est plus vieux que quelqu'un qui a 15 ans. Alors, chronologiquement, oui. Mais même un gars de 16 ans est un vieux par rapport à un gars de 12 ans. Mais c'est pas ça qui est intéressant à mon sens. Ce qui est intéressant, c'est d'arriver à dissocier en fait l'âge chronologique de son état réel. Et l'état réel de son corps est représenté par l'âge physiologique. Si vous restez pendant 20 ans, 25 ans avec un âge physiologique de 50 ans, ça, c'est un vrai gain. C'est un vrai gain de vie avec un grand V. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est ça qu'on s'attache à arriver à faire. Donc, comment faire pour rester dans la meilleure santé le plus longtemps possible? La médecine de la longévité est quelque chose de particulier. Moi, au départ, quand je parlais de longévité, il y a 15 ans, il y a 20 ans, on pensait tout de suite « Ah, Jeanne Calment ». Et on se disait, cette pauvre dame qui est morte à 122 ans, dans une maison de retraite, impotente, à moitié aveugle, à moitié sourde, ça n'intéresse personne. Hein. Si vous avez des photos de Madame Jeanne Calment à 122 ans ou 121 ans, je veux dire, ok, mais non, moi je signe pas pour ça. Et donc les gens avaient peur de cette notion de longévité parce qu'ils se disaient ce gars-là va m'amener dans une maison de retraite dans l'état de Jeanne Calment, ça m'intéresse pas, bien sûr. Je vais être branché de partout et je vais finir les jours de ma vie comme ça. Or, c'est pas du tout ça. La médecine de la longévité, c'est rester en bonne santé. Avant tout, rester en bonne santé. Ça veut dire à 40 ans, ça veut dire à 50 ans, ça veut dire à 60 ans, ça veut dire à 70 ans. Ça veut dire conserver ses capacités fonctionnelles. Oui. Conserver ses capacités fonctionnelles. Et ça, c'est évidemment un combat parce que au niveau de nos cellules, eh bien, au niveau de notre corps, il y a une horloge génétique qui fait que on va se dégrader. Donc, on va lutter contre la nature. C'est ça que ça veut dire aussi, hein, lutter contre la nature. Et là, on est tous très inégaux parce que on n'a pas les mêmes gènes, mais les gènes ne font pas tout. Ensuite, il y a l'environnement, il y a notre façon d'agir. Donc, vous savez, il y a beaucoup d'études, il y a 30 ans, les études qui essayaient de comprendre l'importance de la génétique dans notre devenir disaient, allez, 50%. Et maintenant, régulièrement avec le temps, ce pourcentage diminue. On est en gros, alors en fonction des travaux, on est maintenant à 20%. Et c'est une excuse pour beaucoup de gens. Moi, je le vois avec des patients, des gens où vous leur dites, mais en fait, c'est vous qui avez le pouvoir à l'heure actuelle de faire en sorte de comment se passera la deuxième partie de votre vie. Mais là, tu as dit quelque chose de terrible. Vous avez le pouvoir, mais vous avez la responsabilité. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. C'est ça le problème. Bien sûr. Et en fait, ces gens-là, ils vous disent, oui, mais moi, ma sœur, ou etc., ou mon ami, il a eu un cancer à 40, à 50 ans, et donc ils se cachent derrière ça. Et derrière, ils font rien. Alors que, comme tu l'as dit, on estime que 80% de la santé, des déterminants de santé, ils sont de la responsabilité individuelle dans les actions qu'on va mettre en place au quotidien. C'est ça. Et c'est une vraie problématique dans notre société où c'est vrai, beaucoup de gens pensent que tout doit venir de l'environnement. Alors, parce que moi, si on me propose de jouer au loto, j'ai 80% de chances de gagner et 20% de chances de perdre, je joue tous les jours. Hein. Oui, mais voilà. Alors là, tu mets en évidence une autre problématique qui est la motivation. Les gens doivent
être motivé pour ce combat. Moi, j'ai des gens qui m'ont dit, à la suite d'une conférence, j'explique tout ça, et qui m'ont dit, écoutez, là, on a lutté toute notre vie, on est à la retraite maintenant, parler de combat, parler de lutte, non, on en a marre là, on veut en profiter, et puis arrive ce qui arrive. Donc, cette motivation est quelque chose d'essentiel. Et nous, ce qu'on voit, c'est que plus les gens sont jeunes, plus ils sont motivés. Et ça, c'est très intéressant, parce que quand on arrive à 50 ans, c'est là où, quoi qu'il arrive, on a nos petites douleurs, on a nos fatigues, on a plus de mal à se concentrer, on a plus de mal à faire un effort. Même si on gère son effort, hein, mais c'est pas pareil. 50 ans, c'est pas comme à 40. Alors 60, c'est vraiment pas comme à 50. Hein. Et ce qui est intéressant, c'est se comparer à soi-même, pas tant aux autres, mais à soi-même. Qu'est-ce qu'on était capable de faire à 30 ? Qu'est-ce qu'on est capable de faire à 40 ? Qu'est-ce qu'on est capable de faire à 50, à 60, à 70 ? Et on se rend compte que si on veut maintenir un certain niveau d'activité, eh bien, il faut plus se battre. Moi, je vois par exemple, dans l'activité physique, à moins que tu souhaites en reparler un peu plus tard. Comme tu veux. Mais je vois par exemple, moi je suis dans une salle de sport, j'essaie d'y aller 3 fois par semaine, et honnêtement, comme j'aime à le dire, être dans une salle de sport, c'est aussi un spectacle. C'est une expérience sociale. Oui, c'est une expérience tout à fait. On regarde les autres, parce que quand on va pousser un peu de fonte ou quand on va pédaler, on a le temps d'observer les autres. En tout cas, moi, j'adore. Tu pousses de la fonte en salle de sport ? Ouais, bien sûr, on va en parler. Oui, bien sûr, ça fait partie. La musculation fait partie des différents exercices qui sont nécessaires. C'est pas forcément un plaisir. Hein. Moi, ça m'amuse pas. Honnêtement, ça m'amuse pas. Mais je sais qu'il faut le faire. C'est pas bien d'en faire, c'est mauvais de ne pas en faire. Non, c'est bien d'en faire. Moi, je trouve. Non, mais je veux dire, c'est quelque chose qui est vital si on veut entretenir notre corps. Absolument. C'est dans ce sens-là que je le dis. Absolument. Et donc, je vois les autres, les plus jeunes se battent. Dès qu'on arrive à 40-50 ans, les gens sont dans le confort. Je les vois séance après séance, ils poussent la même chose, ils transpirent plus, ils écoutent leur musique ou ils discutent avec les potes. Ils arrivent, ils passent 10 minutes à dire bonjour à tout le monde. Exact. Ensuite, ils font les exercices qu'ils aiment bien et sur lesquels ils sont à l'aise, et donc ils vont pas rechercher de la difficulté. Ils se poussent pas assez, ils vont pas assez proche de l'effort, ce qu'on appelle peut-être de l'échec, etc. Donc on parle de la même chose. Et entre deux séries, ils passent 10 minutes sur Instagram, et après ils rentrent chez eux. Voilà. Et donc en fait, dans le confort, on développe pas une masse musculaire. Alors, si on a un peu de chance, on peut l'entretenir, donc ne pas la perdre. Parce que il y a quelque chose avec l'âge qui passe, qui est la sarcopénie. La sarcopénie, c'est l'insuffisance de muscles. Et cette insuffisance de muscles, elle est fondamentale parce qu'elle mène à la pathologie. Toutes les maladies gériatriques vont être reliées à cette notion de sarcopénie. Si vous avez moins de muscles, forcément vous faites moins de choses, d'accord ? Parce que chaque effort sera plus compliqué. Vous aurez des impacts sur votre métabolisme du sucre, parce que les muscles consomment beaucoup de sucre, et les sucres, c'est la glycation, et la glycation, c'est un des principaux mécanismes de la sénescence. Faut que tu développes un peu sur la glycation. Avec plaisir. Il y a un certain nombre de mécanismes bien connus qui vont altérer notre organisme. Alors, c'est pas des découvertes d'hier, ça date de 1950, 1960, 70. Donc c'est des choses bien connues, mais qui restent dans les laboratoires de physiologie, qui passent pas du tout dans le grand public. Et dans ces grands mécanismes, il y a le stress oxydant, il y a le neuroendocrinien, il y a l'énergétique mitochondriale, et il y a la glycation. Et la glycation, elle est formidable parce qu'elle est accessible pour tous. Et cette glycation, c'est en fait l'excès de sucre. Quand on a un excès de sucre dans le corps, eh bien cet excès de sucre va se comporter comme une glu. Elle va agréger des protéines entre elles. En les agrégeant, elle va les déformer, donc elles ne vont plus avoir leurs caractéristiques physiologiques, elles n'auront plus d'action, et elles vont créer donc une inflammation. Pourquoi ? Parce que l'organisme va reconnaître cet agrégat comme étant non fonctionnel, qui ne lui appartient pas,
et va le considérer comme un ennemi. Donc il va y avoir des cellules immunitaires qui vont arriver pour le détruire. Ça va créer de l'inflammation. L'inflammation ensuite va créer de la sclérose. Et cette sclérose, elle est mauvaise, que ce soit sous la peau, que ce soit dans les artères ou dans le cerveau. Je veux dire, la glycation touche l'ensemble de nos organes. Cerveau, rétine, reins, artères, nerfs, etc., etc. Donc, c'est un vrai phénomène. Donc toi, tu recommandes d'essayer de se passer le plus possible de sucre pour éviter cette glycation ? Eh bien, le gros problème nutritionnel aujourd'hui, c'est pas tellement le cholestérol, c'est le sucre. On mange beaucoup trop de sucre. Et on mange trop de façon générale, on trop de calories, d'où le surpoids qui, à chaque fois qu'on allume une télévision, qu'on écoute une radio, on nous parle, on est trop gros, on est en surcharge, etc., etc. Bon. Ce qui fait d'ailleurs qu'un jeune Américain qui naît aujourd'hui a une espérance de vie plus courte que son père. Ça, c'est quand même catastrophique. C'est complètement catastrophique. Mais c'est des vrais chiffres. C'est une vraie réalité. Et ça passe. Parce que tout le monde considère que ce sont des chiffres ailleurs et que ça ne vous concerne pas. Or, ça nous concerne tous. Et ça nous concerne tous également en termes de santé publique. Alors, cette glycation, c'est quoi ? Ça correspond à un excès de sucre dans le sang. Et cet excès de sucre dans le sang, il est lié à quoi ? Chez un sujet non diabétique, parce qu'ensuite, chez le diabétique, ça s'aggrave. Chez le sujet non diabétique... Mais même quelqu'un qui n'est pas diabétique, du coup, est sujet à ce phénomène de glycation. Bien sûr. Voilà, puisque que ce soit clair. Qu'on soit clair. Tu as raison de le repréciser. Donc, c'est un déséquilibre entre les sucres que l'on va absorber et les sucres qu'on va consommer. Et la principale consommation de sucre, c'est les muscles. Donc, d'où cette importance, on en revient aux muscles, on en revient au métabolisme de base et à cette masse musculaire. Et cette masse musculaire, dans le cadre de notre sédentarité, ne fait que s'accentuer. Donc, rien que pour des raisons métaboliques, il faut au minimum maintenir sa masse musculaire. Ensuite, alors évidemment, il faut réduire les sucres. Mais les sucres, c'est un vrai drame parce que on est stressé. Si on prend nous, Français, tu ouvres n'importe quel magazine, on est stressé. Avec tout ce que ça implique, les troubles du sommeil, l'anxiété, etc., etc. Bon. La consommation d'anxiolytiques, la consommation d'antidépresseurs, etc. Qu'est-ce qu'on fait quand on est stressé, qu'on rentre le soir complètement mal ? Eh ben, on va vers des sucres. Parce que les sucres et les sucres rapides vont être très rapidement assimilés, vont monter au cerveau et vont finalement stimuler toutes les centres de la satiété, de la reconnaissance, etc. Circuit de la récompense, un petit peu. Exactement. On a eu une dure journée, on va un petit shoot de dopamine et on va piocher dans le frigo un bout de fromage. Non, t'as parlé de sucre, j'ai dit des graisses. Oui, ouais, fromage, c'est du sucre. Mauvais exemple, on va dire, allez, un carré de chocolat. Voilà, voire plus. Voire parfois 2, voire 3, voire la tablette. Mais là, on a quand même donné des conseils pratiques, mine de rien. C'est pour éviter cette glycation et sortir le sucre de l'organisme, du sang, faire en sorte d'aller en salle de sport et de pousser de la fonte, tu l'as dit. Comme ça, on va augmenter la masse musculaire et on va sortir du glucose du sang pour le stocker dans le muscle. Et en manger moins, tout simplement. Tout simplement. Alors, il y a une façon très très facile de mesurer sa glycation, parce qu'on peut la mesurer à travers une prise de sang, et ça, on peut le demander à son médecin, on peut aller directement dans un laboratoire, et on a un chiffre qui va être le reflet de votre masse de sucre dans le sang sur les 2 derniers mois. C'est ce qu'on appelle l'hémoglobine glyquée. Alors ensuite, ça c'est une technique, mais si la personne ne sait pas interpréter le chiffre, ça va pas. Donc il faut forcément voir son médecin, en parler avec son médecin. Et je crois que beaucoup de médecins seraient intéressés de voir des patients pour autre chose que la pathologie. Oui, il y a de plus en plus. Tout le système de soins, beaucoup de professionnels de santé cherchent de plus en plus à essayer de faire de la prévention et à agir en amont des problèmes. Eh ben ça, c'est un moyen très très simple. Donc, comme ça, on voit où on est et il faut essayer de viser le chiffre le plus bas possible.
Alors comment tu fais? Moi je connais pas bien, donc l'hémoglobine glyquée, on va avoir un pourcentage qui traduit combien de globules rouges ont été en contact avec du sucre. C'est ça? Non. C'est à peu près ça, mais on va le dire différemment. Globalement, un globule rouge, il va vivre... Donc c'est les cellules dans le sang qui transportent l'oxygène dans notre organisme. Exactement. Donc, ils vivent environ 4 mois et progressivement, au contact du sucre dans le sang, cette hémoglobine va se charger en glucose et va venir de l'hémoglobine glyquée. Et on considère que les 2 derniers mois de vie du globule sont représentatifs de la charge moyenne de sucre qu'il y a eu dans le sang. C'est-à-dire que si on te fait une glycémie à jeun là tout de suite, on aura un chiffre. Mais on verra pas les 2 packs de bière que tu as bu il y a 3 semaines, ni la forêt noire entière que tu as prise à 2h du matin parce que tu avais une angoisse. C'est d'ailleurs tout ce que font tous les patients diabétiques, c'est que quand on leur mesure leur glycémie à jeun, ils mangent pratiquement rien la veille au soir, ils sont à jeun et finalement ils ont un bon score, ils ont un bon résultat alors que peut-être que 2 semaines avant, c'était une orgie de sucre. Et l'hémoglobine glyquée va montrer ton orgie de sucre. Donc c'est aussi un peu inquiétant, mais c'est utile à savoir. Si on veut gérer son capital santé, parce que c'est de ça qu'il s'agit. On a un capital santé, il faut le gérer. Pour le gérer, il faut avoir un certain nombre, il faut avoir, je dirais, une certaine sensibilité, parce qu'il faut aussi s'apprécier. Il y a aussi des gens qui sont capables de se rendre compte que s'ils mangent trop de sucre, ils ont une pensée un peu plus floue, ils sont un peu moins performants, etc. Le sucre ensuite entraîne parfois des hypos qu'il faut donc récompenser en le resucrant. Qui appelle souvent du sucre aussi. Exactement. Plus on en mange, plus on a envie d'en manger. Donc tout ça est assez désagréable. Et donc il y a certains qui le ressentent, d'autres le ressentent absolument pas. Puis il y a le poids qui bouge. On commence à prendre du poids. Je suppose que si je reviens juste sur cette glycation, la valeur seuil, je suppose que du coup tu la réévalues suivant l'âge de la personne que tu as en face de toi, parce que on va pas attendre peut-être le même, enfin je me trompe peut-être, mais le même score pour une personne de 20 ans, de 30, de 40, de 50, de 60, absolument, etc. Ça, c'est une problème d'interprétation qui est importante pour les gens et c'est pour ça qu'il faut avoir un professionnel de santé derrière. De façon générale, ça peut dépendre. C'est ça? Non, de façon générale, ça va dépendre des labos. Okay. Mais globalement, sur beaucoup de labos, c'est entre 4 et 6%. 4%, tu vas avoir ça à 20 ans. Voilà, moi, je devrais plus viser 4. Ouais. Et ensuite, ça monte tout au long de la vie. Au-delà de 6, on va parler de diabète. Au-delà de 5,7, on va parler de prédiabète. La difficulté dans l'affaire, c'est quoi? C'est comment se situer. Si tu es à 5,5, tu es dans la norme. Mais est-ce qu'il n'y a pas déjà des effets négatifs? Que cette norme est suffisante pour toi? Est-ce que tu ne dois pas viser 5? Donc, ces questions-là, c'est des questions qui doivent être gérées avec ton praticien. Si tu veux, c'est parce qu'il te connaît, etc. Et c'est avec lui qu'il faut voir ça. Mais c'est évident que si tu prends de la masse musculaire, si tu fais de l'exercice physique, et que tu ne modifies pas ton alimentation, parce que si tu fais de l'exercice physique et tu te prends 3 barres hyper sucrées après... Bien, j'ai fait une bonne séance, je peux me faire 2 glaces derrière. Voilà. Donc là, écoute, le résultat risque de pas être terrible, quoi. Il faut justement résister. Mais la notion que tu viens d'introduire, elle est primordiale, parce qu'en fait... C'est vrai que quand on va faire une analyse, il y a cette valeur qu'on essaie de pas dépasser. Et donc, si on est en dessous, tout va bien. Et si on est au-dessus, on commence un traitement. Alors qu'en fait, c'est jamais blanc ou noir. Il y a toujours quelque chose qui se passe, une transition. Et donc, peut-être qu'on est juste avant cette barrière limite, mais finalement, on commence déjà à avoir des effets potentiellement négatifs, alors qu'on va rentrer chez soi en se disant, en fait, tout va bien. C'est exactement ça. Alors là, tu mets le doigt sur quelque chose qui est, pour moi, vraiment très important, parce que ça montre clairement que même sur un paramètre aussi simple que le sucre, c'est très compliqué à intégrer et interpréter. C'est très compliqué. Et là, on voit que finalement, un individu seul, il est bien seul par rapport à ses réalités. Donc, il est important
d'avoir des conseils adaptés, des conseils de gens qui connaissent bien cette problématique. Si tu vas voir un diabétologue, par exemple, il va te dire, attendez, la Société française de diabétologie dit hémoglobine inférieure à 7,2 chez un diabétique, c'est bien. Bon, ça c'est le côté pathologique. Si tu es entre 4 et 6, il va te dire, oh écoutez, non, c'est pas mal. Ou alors, vous êtes dans la norme. Ou alors, il va te dire, ouais, vous êtes un peu élevé quand même, mangez moins de sucre, faites du sport. Alors, intrinsèquement, c'est vrai, c'est totalement vrai. Sauf que la personne ensuite, elle est très isolée par rapport à ça. Qu'est-ce que ça veut dire faire plus de sport? Qu'est-ce que ça veut dire manger moins? En fait, les gens ont besoin d'être coachés. Ils ont besoin d'avoir un suivi, d'être encouragés. Et ça nécessite également d'avoir d'autres informations sur eux. Parce que dès qu'on parle de sucre, moi j'aime bien parler de sucre parce que c'est une molécule hyper simple, c'est une molécule, parce qu'elle est petite, simple, elle diffuse dans tout l'organisme, et si on a trop, elle abîme tout l'organisme. Donc on est dans une réalité, et on sait très bien où ça débouche, puisqu'on voit ensuite les ravages du diabète. Donc on sait que c'est très négatif. Mais pour toi, en termes d'individu, quels vont être tes objectifs? Comment tu vas y arriver? On reparle évidemment tout de suite de ta masse musculaire. Comment savoir si ta masse musculaire est suffisante ou pas? Le fait que les gens te disent, tes amis, le voisinage te dit « Ah bah tu es mince, tu es en surcharge, tu es ceci », ou s'ils disent « T'es vachement bien », c'est souvent que t'es un peu en surpoids d'ailleurs. Ta bonne mine. Oula. Ta bonne mine, oui, oh là. Non mais c'est tout ça. Alors en fait, ce que je cherche à te dire, c'est que l'individu, par rapport à cette réalité santé, est en fait très seul. Quand tu es dans la pathologie, dans la maladie, mes collègues médecins savent parfaitement comment réagir. Il y a des procédures, on a des objectifs, on sait très très bien faire ça. Mais quand tu es dans la santé, cette espèce de no man's land que moi j'appelle de la santé, tu es seul. Tu as relativement peu de praticiens qui savent gérer ça, ou qui ont envie de gérer ça, ou qui ont le temps de gérer ça. Le temps. Et en plus, on est dans une situation où il y a tout de même une carence de professionnels, donc tout ça est très compliqué. Heureusement, il y a de plus en plus de professionnels en France qui finalement commencent à s'intéresser à cette notion de santé. Et chacun doit essayer de trouver, ou voir, d'amener son médecin, parce que au fond, quand tu es à droite ou à gauche, c'est ton médecin qui te connaît tout de même le mieux. Et parfois, tu as des générations, des médecins qui connaissent les patients quand ils étaient ados et qui les suivent ensuite. Bah, ces gens-là ont vraiment une connaissance de ce que tu es. Après, il y a la possibilité d'aller voir des gens spécialisés. Toi, lire ton livre. Enfin, à l'heure actuelle, Internet permet aussi quand même d'être en rapport avec des gens dont il faut se méfier, mais aussi avec des experts. Bien sûr. Alors, moi, c'est vrai que la vision des médecins physiologistes est intéressante parce qu'ils ont une vision qui est pré-pathologique, mais je cherche pas à amener. Moi, ce qui m'intéresse, ce qui m'a intéressé en écrivant ce livre. Pourquoi j'ai écrit ce livre, Médecine de la longévité? Je l'ai écrit parce que je voulais que les gens, où qu'ils soient conscients qu'ils ont un capital santé. C'est pas un problème d'argent, c'est pas un problème de géographie, c'est un problème de prise en charge, de prise de conscience de ce que l'on est. Et du fait qu'on se dégrade, et du fait qu'on peut lutter contre cette dégradation. Alors ensuite, on le fait pas. Ça, c'est un choix personnel. Bien sûr. D'accord ? Et ça, je respecte ces choix. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais on ne peut pas interdire à quelqu'un d'avoir accès à un minimum de science, d'être conscient de cette dégradation et d'avoir envie de la modifier. C'est comme la voiture. Tu as une voiture, tu achètes une voiture, et bien maintenant avec les voitures modernes, en plus, elles te rappellent qu'il faut faire des révisions, et bien ça permet de maintenir ta voiture dans le meilleur état possible, le plus longtemps possible. Ça garantit rien.
mais au moins tu mets un maximum de chances de ton côté. Et je crois qu'aujourd'hui, on a cette chance, en 2024, bientôt 2025, d'avoir suffisamment de connaissances, d'avoir suffisamment de recul pour nous aider à avancer en âge et à lutter progressivement de plus en plus efficacement contre cette sénescence. Avec des moyens, tu vois, les moyens qu'on a cités là sont des moyens naturels. Et puis accessibles à tout le monde. Et donc du coup, moi je te propose, en préparant cette vidéo, je suis tombé sur un article qui a été fait par des chercheurs d'Harvard et de Cambridge, où ils ont regardé 5 critères de santé qui permettaient d'améliorer la durée de vie d'une personne et sa qualité de vie. Donc je te propose qu'on les détaille un petit peu ensemble, parce que justement, ils sont accessibles à tout le monde. Avec plaisir. Le premier, c'est ne pas fumer. Et ça, apparemment, c'est assez clair là-dessus. C'est-à-dire que la cigarette est vraiment quelque chose qui est mauvais pour la santé. Alors, là, on enfonce des portes ouvertes. Ouais. C'est-à-dire que... Mais c'est pas une ou 2 cigarettes par jour, c'est ne pas fumer. Exactement. Alors, on a un certain nombre de facteurs de risque qui ont été, qui sont connus depuis très longtemps. Et évidemment, l'ablation, si on enlève ces facteurs de risque, on se donne plus de chances. Le tabac est hyper connu. Et contrairement à ce que pensent les gens, même une cigarette est nocive. Alors en fait, il y a 2 aspects sur le tabac. Il y a l'aspect quantitatif et l'aspect qualitatif. L'aspect quantitatif, c'est par exemple par rapport au cancer, à la bronchite chronique, c'est un paquet par jour, etc. Mais une cigarette par jour, ça suffit pour avoir l'aspect négatif sur les vaisseaux. D'accord ? Donc, plus de tabac. Ça, okay. C'est clair. Plus de tabac. 0. On a notre première chose à laquelle il faut faire attention. La deuxième, elle est assez polémique, mais elle est assez claire aussi d'après la littérature scientifique, c'est être mince et ne pas être en surpoids, avoir un IMC normal, donc entre 18,5 et 24,9, et le plus près possible du 18,5. Là aussi, c'est des années d'études, des dizaines d'années d'études qui ont montré que, évidemment, sur le risque cardiovasculaire, sur le risque métabolique, il vaut mieux être mince. Mais être mince, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire avoir une activité physique, ça veut dire manger correctement. Il y a tous les travaux qui datent du début du siècle dernier. Là encore, c'est pas la découverte d'hier, c'est du siècle dernier. L'IMC, ça a quand même été découvert dans le cadre, c'était quelqu'un qui avait une compagnie d'assurance et qui s'est rendu compte que les clients qu'il avait qui étaient en surpoids lui coûtaient plus cher. Mais oui, on est dans l'évidence. Vraiment, on enfonce des portes ouvertes, mais c'est vrai. C'est vrai, c'est complètement vrai. Alors, moi, j'aime pas l'IMC parce que je trouve que c'est un indice grossier, qui est très grossier et qui ne permet pas ensuite de juger de sa masse musculaire. On peut avoir quelqu'un de mince, mais qui est en sarcopénie. D'accord, c'est-à-dire en insuffisance musculaire, et donc ça cache des anomalies métaboliques à venir. Donc, qu'est-ce que tu préfères du coup ? Moi, il y a une technologie qui est très bien, qui est la technologie de la DEXA, qui permet d'avoir une vision très claire de tes différents compartiments, osseux, graisse, et en particulier la graisse viscérale, et masse musculaire. Donc là, tu es dans la réalité au gramme près. Donc on va savoir pour chaque partie du corps quel est le pourcentage de graisse qu'on a, quel est le pourcentage d'os et quel est le pourcentage de muscles. Voilà. Et donc on peut fixer des objectifs et on peut du coup, je dirais être beaucoup plus précis que l'IMC, qui va cacher un certain nombre parce que ça a des limites considérables. Parce que pour le dire différemment, si on a une personne qui vient faire un DEXA, qui fait un DEXA à 60 ans, et qui pèse 70 kilos, mais qui a 30% de masse grasse, si après, 10 ans plus tard, elle refait un DEXA, qu'elle pèse le même poids, mais qu'elle est passée à 35% de masse grasse, en fait, l'IMC sera le même, sauf qu'en fait, sa composition corporelle se sera dégradée. C'est le problème. L'IMC, c'est quoi ? Le poids sur la taille au carré. D'accord ? Donc, le poids. Mais derrière ce poids, qu'est-ce qu'il y a ? La graisse, du muscle. Quand si vous mettez Schwarzenegger, par exemple, son IMC, ça sort obèse,
sévère, Moi, j'ai morbide. longtemps été en surpoids d'après l'IMC avec pas beaucoup de graisse quand même. Oui, mais t'es pas tout à fait Schwarzenegger. Ah non. donc, Mais bon, ce que je veux dire, c'est écoute, quand même c'est accessible à plein de gens de sortir de cette limite normale de l'IMC. Parce que j'étais pas Schwarzenegger, comme tu le dis. Donc, c'est un indice qui est très utile quand tu regardes des populations générales, quand tu n'as rien d'autre pour mesurer. Mais il faut savoir qu'on est en France, qu'on est en 2024, qu'on a des technologies qui sont beaucoup plus accessibles. Ça, c'est des tests que l'on peut faire facilement dans les services de physiologie des hôpitaux, partout. Et ça va donner une vraie indication santé. D'accord ? C'est important. Donc, par exemple, on parlait tout à l'heure de faire de la musculation. C'est un bon moyen d'objectiver que ce qu'on fait est efficace en musculation, ou que ce que quelqu'un fait est efficace ou inefficace. Parce que, comme on l'a dit, il y a plein de gens qui y vont et qui pensent que ce qu'ils font est bien, alors qu'en fait, ça sert à rien, parce qu'ils font pas ce qu'il faut. Et ça, c'est peut-être s'ils font un DEXA tous les ans. Oui, par exemple. On voit l'évolution de la masse Ça- musculaire. Et s'il n'y a pas de progrès, faut repenser son entraînement. Ça dépend des objectifs qu'on se fixe, parce qu'on peut voir une différence à 3 mois. Moi, j'aime bien quand je fais mes cours, je donne mes cours aux étudiants en médecine ou au postdoc, je leur montre toujours une image qui a été publiée dans une revue américaine avec d'un sujet d'un homme de 92 ans. 92 ans. Comment ça faire? Ouais, ça commence à faire. Donc avant et après 3 mois d'exercice, 3 mois, plus 44% de masse musculaire. Plus 44% de masse musculaire en 3 mois. Donc, je me retourne toujours vers la salle en se disant, est-ce qu'il y a des gens de plus de 90 ans ici ? Non. Donc, vous pouvez tous y arriver. Bien sûr. D'accord ? Mais le problème, c'est que quand vous donnez des conseils aux gens, et ça, c'est un vrai problème d'éducation et de perception, vous leur dites, OK, est-ce que vous faites du sport ? Oui, docteur, je fais du sport. Qu'est-ce que vous faites comme sport ? Ah ben, je marche. Ah, c'est déjà pas mal. Vaut mieux marcher que d'être dans son lit, ça c'est clair. Mais beaucoup de gens ont l'impression que de marcher est suffisant comme activité physique parce qu'on leur a donné comme référence les 10 000 pas. On entend ça quand même partout dans les médias. Voilà, mais partout. C'est Vous pouvez pas faire du sport, c'est pas grave, marcher. marcher. Mais 10 000 pas, ça dépend comment on les fait. Et souvent, on les fait pas. Donc, on a l'impression de marcher beaucoup, mais en fait, on marche très peu. Et on marche lentement. Et la marche consomme très peu d'énergie. La marche n'a pas besoin de beaucoup de muscles. Donc, on est dans une certaine illusion. Et lorsque, ensuite, vous allez un peu plus loin, vous cherchez à aller plus loin, vous le dites au patient, ben voilà, il faut que vous travailliez vos muscles, il faut que vous travailliez votre cardio-training de telle manière. Et 6 mois plus tard, on le revoit. Alors les gens sont ravis parce qu'ils ont fait beaucoup de choses, ils se sentent déjà mieux. Et puis on regarde la DEXA. Et on se dit, tiens, vous avez perdu 1 kilo de muscle. Alors là, c'est intéressant. C'est intéressant parce que il y a une vraie différence entre le ressenti et la réalité. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que effectivement, ils ont bougé. Ils ont fait des choses, certainement, ils se sentent mieux, donc ça c'est... Tout le monde peut être que content. Mais il y a une illusion derrière, puisqu'ils ont perdu 1 kilo de muscle. Et donc il faut retravailler les objectifs. Il faut redonner un certain nombre de conseils. Et quand les gens le font bien, eh bien ça marche. Ça marche sans aucun problème. Sauf qu'il y a la vie courante. Et quand il y a des gens qui travaillent, quand des gens ont des familles à gérer, eh bien souvent l'exercice physique vient en dernier. Vient en dernier parce que en plus, des fois ça fatigue. Surtout si on le fait. Ça fatigue. Si on le fait pas, ça fatigue moins. Et si on le fait Si de on le fait manière bien, confort, ça fatigue. bah oui. Mais quand tu as une journée qui est compliquée, tu vas pas faire ton sport le matin. Parce que tu vas te dire, si je le fais le matin, je vais être fatigué dans la journée, je peux pas me permettre d'être fatigué. Il y a une logique là-dedans. Si je le fais que le week-end, ben on est loin des 3 fois par semaine, qui sont tout de même bien. Donc moi, j'essaie toujours il faut discuter avec les gens pour essayer de trouver effectivement les meilleurs compromis possibles. Commencer 2 fois par semaine, 1 fois par semaine, dans la semaine, 1 fois le week-end. Ça devienne une routine. Bien sûr. Les gens qui arrivent le mieux sont les gens qui font ça tous les jours. Les gens qui ont des responsabilités,
Alors là aussi, il y a des gens qui ont des responsabilités, mais qui adorent s'enterrer dans des réunions à droite, à gauche, ils n'ont jamais une seconde, ils peuvent même pas tirer une heure, et pour leur santé, c'est n'importe quoi. Quand on gère une entreprise ou qu'on gère un cabinet, etc., il suffit de dire à sa secrétaire, tel jour j'arrive à telle heure et ou je pars à telle heure. Bien sûr. Il n'y a aucun problème. Mais les excuses sont légion. Sont faciles à trouver, tout à fait. Donc là, on a abordé le troisième point un peu que ces chercheurs ont pointé du doigt du pack de démarrage pour bien vieillir, c'est faire une activité modérée à intense. Voilà, ils le disent bien, ils veulent pas une activité de faible intensité comme de la marche, ils veulent véritablement que la personne transpire et que ça soit difficile. Voilà, difficile, transpirer, se donner du mal, et ça va pas dans le sens du confort. Donc, mais moi, ce que je te disais avant de commencer, c'est que à l'heure actuelle, prendre du muscle chez une personne et faire en sorte qu'elle augmente sa masse musculaire, c'est quelque chose qu'on sait faire. Quand on voit la littérature scientifique, moi je mets au défi n'importe qui en dehors de problèmes de santé qui me dit je m'entraîne depuis 6 mois, 1 an, il n'y a rien à faire avec moi, on prend pas de muscle. S'il n'y a pas de problème de santé, si on peut contrôler ce que la personne mange et ce qu'elle fait pendant ses entraînements, il y aura du gain. Ça marche. Mais ça nécessite des modifications de son mode de vie, ça nécessite d'accepter de faire un certain nombre de choses, et c'est là où ça devient très compliqué, c'est là où il faut un petit peu de coaching personnel. Il peut y avoir aussi des vraies limitations. On a des gens qui sont en carence de protéines. C'est compliqué. Quatrième point, c'est bien manger. Donc je te propose, parle-nous un petit peu justement, voilà, ce qu'il nous faut au niveau protéines. Les muscles, il faut les nourrir. Et les nourrir, c'est des protéines. Et on est à une époque, curieusement, où les protéines sont plus ou moins rejetées, n'ont pas bonne presse. Alors, il ne s'agit pas de prendre une entrecôte ou une côte de bœuf tous les jours, c'est pas ça le problème. Des protéines, on en retrouve dans plein d'aliments différents. Des œufs, des produits laitiers, de la viande, du poisson, des légumineuses. Voilà. Sauf que 100 grammes de viande, c'est pas égal à 100 grammes de légumineuses. Voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que tous ces aliments, ils ont un certain pourcentage de protéines. Alors je crois que le poulet, c'est à peu près 30%, j'ai peur de dire une bêtise, mais je crois que c'est ça. Et effectivement, suivant les aliments, vous avez plus ou moins de protéines. Et donc, quand vous mangez 100 grammes de poulet, vous n'avez pas 100 grammes de protéines qui va arriver dans votre corps. Deuxième chose, c'est que à quantité égale, du fait de la sénescence du tube digestif, eh bien, en vieillissant, les 100 grammes, si 100 grammes vous convenait, eh bien, il faut en manger un peu plus en vieillissant. Donc, cette notion de dire qu'en vieillissant, on a moins besoin de protéines est complètement erronée. Ça, c'est une notion très importante que les gens n'ont pas et qui passe pas dans la population générale, c'est que plus on vieillit, plus on devrait consommer de protéines. Voilà. Et malheureusement, plus on vieillit, plus on perd cette appétence aux protéines. On va plus vers les sucres. C'est une sorte d'auto-suicide, en fait. On mange moins de protéines alors qu'on a besoin de plus de protéines. Mais comme on en mange moins d'ailleurs, on a des muscles plus faibles, donc on en fait moins. Et on rentre dans un cercle vicieux qui nous mène à la pathologie, à l'ensemble des pathologies chroniques et qui vont être gériatriques ensuite. Donc là aussi, on a besoin d'énergie pour lutter. Et cette énergie, elle doit être nourrie à travers la motivation. Et la motivation, on l'a que si on est informé, que l'on voit qu'on a 2 possibilités. C'est pas simplement se laisser aller comme toutes les générations l'ont vécu, mais c'est de se dire, j'ai des informations maintenant et je veux rester le plus apte possible le plus longtemps. J'insiste là-dessus parce que il y a rien de plus insidieux que le vieillissement. Tout nous habitue à notre sénescence, d'accord ? Tout fait que c'est normal. Ah, à tel âge encore, vous faites ça, mais non, reposez-vous. Okay ? Ça c'est horrible. C'est horrible quand t'as une personne, moi je le vois au cabinet, qui a 80, qui a 85 ans et qui, je sais pas moi, continue à descendre sa
petite piste verte ou quelque chose comme ça au ski. Et du coup, ça pose un cas de conscience parce qu'effectivement, c'est pas blanc ou c'est pas noir. Quand elle descend sa petite piste de ski, elle peut tomber. Mais n'empêche que c'est son plaisir. Elle aime ça. Quand elle y va, ça lui fait plaisir. Elle rencontre des gens avec qui elle parle parce qu'on n'en a pas parlé, mais l'environnement social, c'est hyper important. Ça fait un objectif dans son année pour peut-être rester en forme, faire des exercices, etc. Et en fait, tout ça, c'est hyper important. Mais souvent, on a l'entourage qui, sous couvert de vouloir protéger la personne, donc souvent les enfants, par exemple, etc., vont tendance à essayer de mettre cette personne un peu dans du coton. Et en supprimant toutes ces situations-là qui peut-être exposent le corps, mais du coup le stimulent, c'est les deux côtés de la pièce, en fait, on fragilise la personne. Alors ça, c'est une discussion qui est très classique pour le médecin gériatre avec les familles. Les familles qui viennent effectivement entourant un parent âgé et qui sont révoltées quand on dit non, il faudrait retravailler, il faut faire de la kiné, il faut se battre. Moi, je fais souvent des ordonnances de réadaptation fonctionnelle à l'équilibre, à l'effort, etc. Travailler tel ou tel type fixer tel ou tel type d'objectif, mais c'est vachement important, excuse-moi du terme que j'utilise, mais c'est déterminant pour l'avenir, déterminant. Mais beaucoup de gens vont dire effectivement. Alors ça dépend. Quand on explique bien aux gens, quand on est raisonnable dans les approches, beaucoup sont capables d'entendre. Mais ensuite, le problème, c'est le manque de temps. Il faut les accompagner, les gens. Il faut leur montrer que c'est possible. Il faut avoir des résultats. Et c'est pour ça que tout ce que tu disais sur bilan T, on a parlé du DEXA et de d'autres moyens de mesurer l'âge physiologique d'une personne, c'est aussi très important pour garder cette motivation, justement, je trouve. Alors, je partage complètement ton point de vue. Moi, c'est ce que je mets toujours en avant. La technologie, on a des technologies aujourd'hui. Il faut les utiliser. Et ces technologies permettent justement de fixer des objectifs. Et quand on atteint ces objectifs, les gens sont contents parce que ils ont bossé, mais ils ont réussi. Et s'ils n'ont pas bossé, ils voient qu'ils réussissent pas. C'est comme n'importe quel examen. Et là, on va pouvoir entretenir cette motivation en leur montrant que c'est accessible. Faut pas donner des objectifs inatteignables, mais on est dans la vraie vie et il y a plein de choses que l'on peut apporter aux gens. Et donc le dernier point, justement, que pointe, que conseille de mettre en place ces chercheurs, encore une fois, on va enfoncer une porte ouverte, c'est l'alcool. Avoir une consommation en alcool la plus faible possible, voire inexistante. Alors, autant on accepte cette lutte en France contre le tabac, un tabac qui nous vient... Encore, on peut s'interroger pourquoi c'est pas interdit. Alors ensuite, on est dans un pays de liberté. Moi, je suis aussi plutôt de cet avis. Des gens qui ont envie de s'intoxiquer, c'est leur problème, c'est pas le. Ensuite, est-ce que ça doit être pris en charge par la caisse ? C'est un autre problème. Est-ce qu'ils doivent pas avoir des assurances privées pour le risque qui existe ? Tout ça sont de vastes débats qui nous échappent. Mais l'alcool, c'est une industrie importante en France. Et donc, ça va avec le côté fête, le côté plaisir. Mais médicalement, clairement, et je crois d'ailleurs que c'était Agnès Buzyn, ancienne ministre de la Santé, qui avait dit à l'Assemblée... grand médecin, et qui avait dit à l'Assemblée nationale que l'alcool était un toxique et qu'il fallait pas avoir de pitié. Et normalement, c'est 0. Alors, ensuite, il faut avoir une intelligence de chaque chose. Quand vous êtes à un anniversaire, quand vous avez un moment de joie, une coupe de champagne va pas vous détruire. Mais voilà, c'est ça. En fait, il faut qu'on en ait vraiment envie et que ça soit dans un contexte qu'on choisit. Contexte choisi et rarement. D'accord ? Parce que le drame, c'est le verre de vin rouge tous les soirs. Ouais. Il y a des gens qui vous disent ça. Moi, si j'ai pas mon verre de vin rouge avec mon fromage, ma vie n'a plus de sens. Bon. Mais, sincèrement, c'est un problème et ça fait partie de ces toxiques qu'il faudrait pouvoir enlever. C'est ce qu'on a vu quand même, et moi c'est pour ça que je trouvais ça vraiment intéressant, sur cet article scientifique, les chercheurs, comme tu l'as dit, ils enfoncent que des portes ouvertes.
Il y a que à la limite sur l'activité physique, le fait qu'elle soit modérée à intense et qui pointe ce intense, qui souvent pour des gens vont plutôt avoir tendance à s'économiser et à pas venir chercher ça, mais ne pas fumer, ne pas boire d'alcool, bien manger, il m'en manque un. Allez, révise. Ah oui, ne pas être en surpoids. Bah en fait, c'est des choses que tout le monde peut faire. Et en fait, on voit que la base de la pyramide, pour être efficace, c'est quand même des choses qui appartiennent à la responsabilité de chacun. Et il faut pas aller chercher la pilule magique ou le traitement incroyable qui vient de sortir des laboratoires. Ça me fait penser à Roy Walford. Roy Walford, que je connaissais, ça faisait partie des gens que j'ai rencontrés dans mes voyages quand je m'intéressais à toutes ces problématiques de longévité et que j'allais voir les gens à droite à gauche. Il était professeur de physiologie à l'UCLA, donc à l'Université de Californie, et à Los Angeles. Et lui, il a repris des travaux sur la restriction calorique. Et il avait fait quelque chose... Alors la restriction calorique, ça marche bien sur la longévité des rongeurs, hein. On fait manger moins un rat que ce qu'il voudrait manger spontanément. Bah, c'est facile sur un rat. C'est facile pour deux raisons. Non, mais c'est intéressant. Parce que toutes les études de longévité chez les animaux sont faites sur des animaux qui vivent peu de temps. Par exemple, une souris 1 an ou un rat 2 ans. Bon, bah, quand il arrive à 4 ans, les stats sont faites. On a augmenté de 100%, donc ça marche. Mais le rongeur, il ne peut manger que ce qu'on lui donne. Il doit faire de l'exercice parce que quand il fait pas son exercice, on met un peu d'électricité dans sa cage, donc il est obligé de sauter dans sa petite roue. Donc malgré le stress que ça implique, hein, mais bon, il est prévenu quand même, il y a une petite lampe qui s'allume pour lui dire, écoute, si tu vas pas dans ta roue, ça va chauffer. Il va dans sa roue, il pédale, enfin, il tourne, et il voit que sa longévité augmente. Alors, très important à bien comprendre, c'est pas une longévité malade. C'est quand il passe de 2 ans à 4 ans, c'est pas 2 ans de handicap. Non, en fait, son vieillissement, sa sénescence a été ralentie. Donc, il vit 2 fois plus longtemps les belles parties de sa vie. Donc ça, c'est très important. Il vit deux fois les 30 à 55. Voilà, c'est ça. Donc c'est vraiment fondamental à comprendre. Sauf que, lui, il n'a pas le choix. Il mange ce qu'on lui donne, il fait l'exercice qu'on lui demande. Ensuite, Roy Walford est allé un peu plus loin, il a créé ce qu'on appelle Biosphère 2. Alors, peut-être que tu n'en as pas entendu parler. Ça s'est passé dans le désert californien. Il a fait une énorme bulle dans laquelle il a enfermé pendant 2 ans, je crois que c'est 8 collaborateurs avec lui-même, et il devait vivre en autarcie. C'est-à-dire qu'il mangeait, etc., ce qu'il cultivait, etc. Bon. Ce qui est et ils se sont retrouvés en restriction calorique avec une activité physique obligée, puisqu'ils devaient cultiver leurs légumes. Voilà. Je me souviens très bien, ça avait coûté $200 millions à l'époque, ce qui était une somme non négligeable. Et avec en tête, parce que aussi ça fait partie de la petite histoire, donc je le raconte avec plaisir, c'était la conquête spatiale, puisque c'était une fois qu'on part dans l'espace, comment on fait pour survivre dans l'espace. Donc il faut avoir un certain nombre des serres avec des choses comme ça. Bon, c'est la science-fiction. Mais lui, il était dans le désert. Eh ben, tous les collaborateurs ont perdu du poids. Ils sont devenus minces, très minces même. Leur tension artérielle, qui était de moyenne 13,8, est passée à 10, 7, voire 6. Leur cholestérol est revenu à un cholestérol de 20 ans. Donc en gros 1 gramme de cholestérol total. Les sucres ont chuté considérablement, etc., etc. Donc tous les paramètres qui sont importants en ce qui concerne la tension artérielle, tout ça, tous les paramètres des maladies cardiovasculaires et métaboliques sont tombés à 0, sans médicaments. Sans médicaments. Et nous, en fac de médecine, quand on est jeune étudiant, la première chose qu'on nous dit devant un diabète ou une glycémie élevée, devant un cholestérol élevé, c'est les mesures hygiéno-diététiques. Ne mangez plus ça, faites ça, etc. Et quand on le fait parfaitement, c'est souvent remarquablement efficace.
Alors pourquoi on passe aux médicaments très rapidement? C'est parce que les gens, malheureusement, ne le suivent pas. Ne le suivent pas comme ils devraient. Mais si on le fait, waouh, ça marche. Et cette personne-là, ce chercheur dont tu as parlé, et ses collaborateurs, s'ils n'avaient pas été dans ce contexte-là très particulier, ils n'auraient peut-être pas réussi à implémenter ça directement dans leur vie non plus. Non. Parce qu'on a tout l'environnement qui est très compliqué. On vit partout avec des stimulations alimentaires. On va acheter chez Leroy Merlin une ampoule à la caisse, on nous propose une barre chocolatée. Enfin, voilà, on vit... C'est ça aussi. Tu résistes pas, je vois ça. Non, ça me fait penser à une deuxième anecdote. Moi, en rentrant des États-Unis et en ayant discuté avec Roy Walford, donc j'ai décidé, j'étais à l'époque, je bossais à l'hôpital Broussais, et d'ouvrir une consultation de restriction calorique. Alors, cette consultation, elle a été en un instant pleine parce qu'il y avait un journal qui avait fait la promotion qui avait annoncé l'ouverture, et donc ça intéressait plein de gens. Et en une journée, il y avait 6 mois de consultation qui étaient pleines. Bon. Mais cette consultation n'a pas duré plus d'1 an. Pourquoi ? Parce que les gens n'arrivent pas à suivre. Bien sûr. La restriction calorique, c'est dur. La restriction calorique, c'est donner au corps ce dont il a besoin, point. Donc sans carence, sans déficit, mais juste ce qu'il a besoin en termes de calories. Déjà, rien que ça, c'est pas forcément facile, parce que ça veut dire qu'il faut quand même avoir des aliments de très bonne qualité. C'est techniquement compliqué. La deuxième chose, on a toujours un peu faim, voire très faim. Et ça, vivre en ayant faim du matin au soir. C'est pas drôle. C'est pas drôle. Même si on se sent bien par ailleurs, même si on a l'énergie par ailleurs, c'est pas drôle. Dernier point qui était le plus négatif, c'est la désociabilisation. Parce que si tu as une famille, tu peux pas manger en famille, parce que les plats de pâtes, le riz, le machin, les desserts, c'est out. Si tu vas manger au restaurant avec des copains, pareil. Pas de dessert. On te dit, mais pourquoi tu prends pas un dessert ? Non, mais c'est même pas ça. C'est juste une entrée sans sauce, sans machin. Les gens disent, t'es malade. Et puis de toute façon, tu perds beaucoup de poids. Donc ton visage s'affine. Et on arrive à cette notion de t'as pas envie qu'à chaque instant, quand tu croises quelqu'un, il te demande si t'es malade. Bien sûr. Alors que toi, tu vas super bien. Donc, ça montre bien l'importance de l'environnement. Et cet environnement, aujourd'hui, il va vers la consommation. Il va vers la consommation, mais auto-alimenté par ce stress constant que nous avons, cette façon que nous avons tous de courir en permanence et qui nous amène vers les sucres, encore une fois. On a beaucoup parlé de l'activité physique, et parce qu'effectivement, pour la plupart des gens, il y a un transfert évident sur le fait de faire de l'activité physique et l'augmentation des capacités physiques d'une personne. Mais pour bien vieillir, il y a un aspect qui est important aussi, c'est l'aspect cognitif. Comment est-ce qu'on peut entretenir un peu nos fonctions cognitives ? Alors, le cerveau, il est sénescent, d'accord, ça c'est clair. Alors, sénescent, ça se mesure, c'est-à-dire les vitesses de conduction cérébrale. Il y a plein de choses, plein d'éléments neurophysiologiques que l'on peut mesurer et qui ralentissent. Bon, maintenant, il y a une très grande différence entre une capacité fonctionnelle et la vie courante. C'est-à-dire que on peut apprendre à gérer les choses. Par exemple, je vais te donner un autre exemple. Je vais rebasculer sur le muscle 2 secondes. Par exemple, quand tu as 20 ans et que tu joues au tennis, tu vas courir sur toutes les balles. Même celles qui sont perdues. Il y a un truc qui est bête dans ton cerveau. Tu te dis, je vais peut-être l'avoir. Débauche d'énergie inutile. Voilà. Et tu sors de ta partie sur les genoux. À 50 ans, pas du tout. À 50 ans, tu gères. Et tu vas sortir, parce que tu vas pas courir sur la balle inutile, tu vas te préparer pour le coup suivant. Et donc, tu vas gérer tes capacités. Et tu vas sortir, si ça se trouve, sans être fatigué ou sans être transpirant, etc. Et donc, tu vas te dire, finalement, je suis en meilleure forme qu'à 20 ans. Pas du tout. Le déni. Mais tu as géré. Tu as géré. Du déni, on se ment à soi-même. Et pour le cerveau, c'est un peu pareil.
pour le cerveau, on va s'habituer à prendre des aides, on va, on va noter des choses, on va moins s'intéresser à certaines choses, mais on va s'y habituer. On se dit, de toute façon, je m'y intéresse pas, donc c'est normal que je mémorise pas. Et donc, il y a plein d'éléments comme ça qui vont faire que on va s'habituer à une baisse des performances. Mais là aussi, ça s'entraîne. Il y avait une très belle étude qui a comparé aux États-Unis, qui a comparé les performances cognitives hors pathologie, de jeunes de high school à des seniors de 80 ans. Donc, non pathologique, j'insiste. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Eh bien, les seniors, ils étaient moins rapides que les plus jeunes. C'était un peu moins performant. Et puis, on les a entraînés, les seniors. Et au bout de 6 mois, ils étaient aussi performants que les jeunes. Donc, là aussi, le cerveau, grâce à cette notion fondamentale de plasticité cérébrale, eh bien, le cerveau peut apprendre, peut augmenter ses capacités. Et, on rebondit encore sur l'exercice physique, et il y a un élément qui est très intéressant, et que moi j'essaye d'éduquer, j'essaye d'apprendre aux patients les plus âgés, c'est que si on fait 1 heure de cardio-training 3 fois par semaine. Cardio-training, c'est une activité physique qui fait transpirer, qui augmente... Non, qui augmente la fréquence cardiaque et la fréquence respiratoire. Voilà, d'accord. Donc, et quand tu augmentes ta fréquence cardiaque, tu augmentes ton débit cardiaque, tu augmentes ton débit sanguin cérébral, et quand tu as 1 heure en continu, pas 2 fois une demi-heure ou 4 fois 15 minutes, quand tu as 1 heure en continu, eh bien, on observe une augmentation des facteurs de croissance cérébraux, on augmente une augmentation de la facilité de connexion entre les neurones, et donc, ça sert pas que le muscle, ça sert pas que le métabolisme, ça sert également le cerveau. Donc, ça, c'est une notion très importante que la plupart des gens n'ont pas. Et d'ailleurs, souvent, mais ça, c'est une observation commune, quand tu fais du cardio et que tu travailles, tu vois qu'il y a des idées que tu arrives à... de nouvelles idées, on va courir là et on se dit, et là on se dit, mince, comment je le note ? Et ça s'appelle l'intelligence fluide, et on voit que l'intelligence fluide est augmentée par le cardio-training. Bon, on a donné quand même quelques conseils pratiques pour les fonctions cognitives. Enfin, on en a donné un. Donc, faire 1 heure de cardio-training, tu as dit 3 fois par semaine ? 3 fois par semaine. Alors, après, il y a tout l'aspect, je suppose, continuer à lire, continuer à faire des sudoku, à écrire, etc. Toutes ces choses-là, faire du calcul, et tout ça, ça marche ? Ça marche parce que c'est un entraînement, comme pour un muscle, tu entraînes. Là aussi, il faut utiliser le moins d'aide possible. C'est-à-dire que tu peux lire un article, par exemple, mais ce qui est intéressant, c'est de fermer ton journal, prendre une page blanche et de renoter les points principaux. Il faut réviser. Ouais. Non, mais ça, c'est un vrai travail, si tu veux. Ensuite, ce qu'il faut, c'est ne pas rester sur un élément, parce que les fonctions cognitives, c'est plein de choses en réalité. Et quand des gens font que des mots croisés ou que du sudoku, en fait, ils vont faire comme une sorte de paysan qui va passer dans son champ toujours sur le même sillon, tu sais. Mais le cerveau, c'est plein de choses. Donc, par exemple, quand on apprend une nouvelle langue, ça, c'est intéressant parce que tu apprends des mots, donc tu fais travailler le côté mnésique pur, mais tu introduis ça dans des notions historiques, dans des notions géographiques. Il y a plein de choses différentes qui vont enrichir à ce moment-là ton savoir et qui vont faire travailler ton cerveau. Faut pas rester sur de l'hyper-spécialisation avec une seule discipline. Ça me fait penser... Il y a toutes ces études chez les sportifs aux États-Unis qui montrent que les gens qui ont accédé au statut de sportif professionnel, souvent c'est des jeunes qui ont fait au moins 2 sports pendant toute leur adolescence et qui en fait ont continué ces 2 sports, qui leur ont développé des fonctions physiques qui étaient pas
tout à fait les mêmes, mais qui étaient complémentaires et qui les a amenés à la performance. Alors que finalement, ceux qui ont fait que du basket depuis tout petit, on pourrait se dire, bon, bah, eux, c'est sûr, ils vont finir en NBA. Et ben, en fait, non. Donc, Ouais. comme quoi, je trouve que c'est assez contre-intuitif et c'est assez intéressant. Je te propose, on finit avec des questions qui sont un peu moins pratiques. Est-ce que toi, tu penses que dans quelques temps, on pourra tous vivre jusqu'à 100 ans, à peu près en bonne santé? En tout cas, c'est le combat qu'on mène. Moi, je pense que c'est quelque chose qui va être accessible. Dans combien de temps? J'en sais rien. Donc, moi, je suis pas comme ceux qui vont rentrer dans une salle en disant, là, dans cette salle, il y a quelqu'un qui va vivre 1000 ans. Non, ça, c'est du marketing. Je pense que c'est un combat qu'il faut mener tous les jours, et tous les jours, quand on va gagner un jour, une année, tout ça, ça va être positif. On est dans du prospectif. On est en train de se dire comment faire pour nous garder en bonne santé. Tu vois, je dis pas vivre 100 ans, 150 ans. Sur un de mes bouquins, il y a marqué comment vivre 150 ans en bonne santé. Bon, là aussi, c'est un appel. C'est pour que les gens se posent la question, pour se dire 150 ans, mais est-ce possible? Mais on aurait pu mettre 250, mais les gens auraient dit non, ça c'est trop. C'est pas possible. Dire 120 ans, c'est banal, puisque l'espérance de vie maximale de l'espèce humaine, c'est 122 ans, donc 120 ans, c'est proche de 100, il y a de plus en plus de centenaires, il y a de plus en plus de super centenaires, 110 ans. Oui, mais en quel état? En quel état? Parce que le problème, il est là, c'est l'état. Et moi, je transforme cette notion en disant non. Ce qui est important aujourd'hui, c'est pas de viser 120, 150, c'est viser la santé aujourd'hui. Et quand on a 80 ans ou 70 ans, c'est la récupérer. Et à 60 ans, c'est de faire qu'on bascule pas. À 50, c'est optimiser. Donc, il y a plein de choses comme ça. Et ensuite, on suit. Et on va pouvoir corriger au fur et à mesure en vous gardant toujours du bon côté de la ligne. À partir de là, si on regarde les expériences animales, rien ne nous empêche de dépasser l'espérance de vie. On le voyait tout à l'heure avec les petits mammifères, leur espérance de vie c'est 2 ans, ils passent à 4 ans. Donc un être humain, ça serait 120, 240. Bon, maintenant on peut pas faire. On peut pas les mettre exactement dans les mêmes conditions, ça c'est sûr. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est possible. C'est que le biologique n'est pas forcément une limite. Dans le biologique, quand tu connais bien le fonctionnement d'un corps humain, quand tu connais bien le fonctionnement d'une cellule, tu te rends compte qu'à l'intérieur de cette cellule, tu as des capacités qui sont extraordinaires. Et donc, il faut arriver à tirer parti de ça. Et tous les jours, il y a de nouvelles connaissances qui vont dans ce sens-là. Donc, ça, c'est fondamental. Et tout ce travail que l'on mène sur la prise en charge de la sénescence est fondamental parce que il va nous montrer de plus en plus que cette possibilité de la gérer existe et qu'elle est au profit de la personne. Hein ? On ne parle pas de la société, on parle de la personne qui fait un choix de mettre de l'énergie dans la gestion, dans la meilleure gestion possible de sa santé. Ce qui, pour moi, est un acte responsable. Mais c'est pas un acte facile. C'est pas un acte facile parce qu'il vous met là aussi un peu en dehors de la société. Je vais te donner un autre exemple, tiens, qui va te faire sourire. Un jour, j'ai une personne qui avait 75 ans qui est venue me voir et puis qui me dit « Écoutez, docteur, je vais arrêter ma prise en charge. » Alors je lui dis « Mais pourquoi, vous allez pas bien ?» Il me dit « J'ai jamais été aussi bien. Je suis mieux que certaines personnes qui ont 60 ans ou même moins. » Alors je dis « Mais pourquoi vous voulez arrêter alors ?» Elle me dit « Parce que vous me désinsérez de mon milieu. » J'ai expliqué moi. Elle me dit « Mais j'ai un mari qui a mon âge, qui est vieux. Il veut plus rien faire. Et moi, je veux voyager, je veux faire plein de choses. Et ça crée des conflits. Mes amis, pareil.
le cercle se referme de plus en plus, on est de moins en moins bien, je me sens plus bien, je me sens désinséré, j'ai des envies, qu'ils n'ont pas. Ben, je dis changer d'amis. Elle me dit j'y réfléchis, mais c'est trop compliqué. Donc, je vais rejoindre le groupe. La norme. On va finir là-dessus, je trouve que c'est très bien. On va terminer avec 2 questions qu'on pose à tous nos invités. Toi, si tu devais donner un seul conseil à tous tes patients pour être en meilleure santé, ce serait lequel? Alors, tu vois, tu cherches à simplifier. Ça, c'est horrible. Moi, ce que je dirais, c'est reprendre les 5 conseils. On en a donné plein, hein, ouais. quand même, dans la vidéo. Enfin, je veux dire, il y avait beaucoup d'aspects pratiques. Il y a beaucoup d'aspects pratiques, mais les 5 qui ont été donnés par mes collègues chercheurs me paraissent être importants. Il faut toujours garder une activité physique, il faut arrêter les toxiques, tabac, alcool, il faut perdre effectivement le surpoids, il faut donc faire ce qu'il faut, et ça implique activité physique et nourriture. Si on peut rajouter une gestion intéressante de son environnement, si on peut le faire, parce que moi je le dis souvent, être en bonne santé dans un environnement pollué, c'est compliqué, mais plus tu es en meilleure santé, plus tu résisteras à la pollution, donc c'est tout de même un effet positif. Et le gros problème aujourd'hui, parce que je vois que ça détruit beaucoup de gens, c'est le stress. Avec un cortisol élevé, ce cortisol augmente les sucres dans le sang, donc la glycation, etc. Et on rentre dans un cercle vicieux qui est pas facile. Donc voilà, je dirais, et tout ça sont encore une fois, on enfonce des portes ouvertes, mais il faut savoir que la possibilité de s'améliorer, grâce à ça, existe, et que c'est prouvé, surprouvé, décapprouvé depuis des années et des années. Donc, s'il vous plaît, faites-le. Je peux pas rebondir parce qu'on est limite au niveau du temps. La dernière question que tout le monde attend, qu'est-ce qu'un médecin de la longévité a mis en place dans sa vie récemment pour être en meilleure santé? Alors, c'est compliqué de te répondre là aussi. Comme quoi on voit que l'interview n'est pas préparée, parce que sinon j'aurais préparé une réponse. Moi, ma lutte, au jour d'aujourd'hui, ma lutte personnelle, c'est une lutte contre le temps. Parce que j'ai tendance à dire oui aux sollicitations. Et sur un emploi du temps qui est déjà plein. Et ça, c'est compliqué. C'est compliqué parce que je suis en permanence over dans mes activités. Je devrais réduire mes activités. Et psychologiquement, je ne sais pas le faire. Et physiquement, je tiens. Je tiens bien. Donc voilà, c'est une lutte. En fait, j'ai rien mis de neuf dans ma prise en charge personnelle, mais ça c'est important parce que les gens parfois me disent mais est-ce que vous faites ce que vous nous conseillez? Ben oui, je trouve que c'est incroyablement irresponsable et irrespectueux de donner des conseils qu'on ne respecte pas. Ça c'est... Et puis il faut savoir quand on dit à un tel de prendre telle chose, si on ne sait pas ce que c'est, si on ne sait pas ce que ça donne sur son propre corps, ça va pas. Parce que c'est très important de connaître les limitations de ce qu'on peut donner, de connaître les difficultés, de connaître aussi les joies que ça implique, les avantages. Donc moi ce que je dirais, et peut-être qu'on peut terminer là-dessus, c'est que chaque individu est différent. Et qu'il n'y a pas de réponse stéréotypée pour chaque personne. On a vu 5 conseils de base, qui sont vrais, mais à partir de là, il faut savoir les conjuguer pour chaque individu. Et là, c'est compliqué, ça prend du temps, ça demande de la motivation du consultant, de la personne intéressée, et c'est un voyage que l'on propose, c'est un accompagnement. C'est pas juste je te donne des conseils, je te revois dans 10 ans. Non, c'est un accompagnement. Et ça, c'est quelque chose
sur le long cours, parce que ensuite, dans notre corps, aujourd'hui, on ne sait pas arrêter les phénomènes, on sait les compenser, on sait moduler la sénescence. J'ai pas dit rajeunir, j'ai jamais dit rajeunir dans mon exposé et dans notre entretien. Rajeunir, on sait pas faire. Mais on peut moduler notre sénescence. Et ça, c'est un point important. Et je terminerai sur le côté un peu scientifique. Le vieillissement ou la sénescence n'a jamais été considéré comme une maladie, sauf par le groupe de médecins internationaux auquel j'appartiens. Depuis 25 ans, 30 ans, on dit que la maladie primaire, c'est la sénescence, c'est le vieillissement, puisque c'est elle qui fait le lit de toutes les autres maladies. Et là, j'ai vu avec grand plaisir que dans la dernière classification internationale des médicaments, la CIM dans sa version 11, la sénescence apparaît. Alors elle apparaît pas comme pathologie de premier niveau, mais elle apparaît comme élément favorisant. Et allant un peu dans ce sens, parce que j'ai des enfants qui sont en médecine, et on discute, alors forcément on discute de pathologie, d'expérience, etc. Et dans toutes les maladies, revient toujours le premier facteur de risque. Et vous savez ce que c'est que le premier facteur de risque ? C'est l'âge. Et à chaque fois, mes collègues qui enseignent disent « là, on ne peut rien faire ». Et à chaque fois, mes enfants me disent « ah, on a envie de lever la main en disant « mais si, on peut commencer à faire des choses ». Je te propose qu'on finisse là-dessus parce que c'est pas mal, ça illustre bien. Écoute, merci pour ce très bon moment, Christophe. Et puis, je pense qu'on a donné quand même plein de pistes à plein de gens, en montrant qu'à la fois on pouvait faire des choses extraordinaires, mais sans vendre du rêve et sans parler de rajeunir, etc. Mais en montrant de façon pratique ce que chacun pouvait faire s'il en avait envie. Donc, merci beaucoup et je te dis à très vite. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Au revoir.